Les Annales du Disque Monde, Sorcellerie, épisode 14. Sous eux défila le désert qu'éclairaient les rayons rasants du soleil couchant. On ne voit pas beaucoup d'étoiles, on dirait, fit Nigel. Peut-être qu'elles ont peur de se montrer. Rincevent leva la tête. Une brume argentée flottait tout là-haut. C'est la magie brute qui retombe de l'atmosphère, dit-il. Ah, il y a saturation. 27, 28, 20. Il y a sûrement, commença Conina. Non, la coupa tout net Rincevent avec un très léger sentiment de satisfaction. Les mages vont se battre entre eux jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un seul gagnant. Nul n'y peut rien. Moi, je boirais bien quelque chose, fit Créosote. J'imagine qu'on ne peut pas s'arrêter pour que je m'achète une auberge. Avec quoi ? Demanda Nigel. Vous êtes pauvre, vous vous rappelez ? Oh, je m'en fiche d'être pauvre, répondit le sérif. C'est la sobriété que j'ai du mal à supporter. Du doigt, Conina poussa doucement Rincevent dans les côtes. Vous le dirigez, ce machin-là ? Demanda-t-elle. Non. Alors, il va où ? Nigel fouillait des yeux le paysage en dessous. Apparemment, dit-il, il va côté Moyeux, vers la mer circulaire. Il y a forcément quelqu'un qui le guide. Hello, fit une voix amicale dans la tête de Rincevent. Tu n'es pas encore ma conscience, hein ? Songea le mage. Je me sens vraiment mal. Ben, je suis désolé, songea Rincevent. Mais je n'y suis pour rien dans tout ça. Je suis victime des circonstances. Je ne vois pas pourquoi ce serait de ma faute. Oui, mais tu pourrais faire quelque chose. Comme quoi ? Éliminer le sourcelier. Ensuite, tout s'écoulerait. Moi, je n'ai aucune chance. Alors, tu pourrais au moins mourir dans l'entreprise. Ce serait préférable que laisser la guerre magique se déclarer. Tu vas la fermer, oui ? Lança Rincevent. Quoi ? S'étonna Conina. Fit le mage d'un air distrait. Il baissa un regard vide sur le motif bleu et or sous lui et ajouta. C'est toi qui le pilotes, hein ? À travers moi ? Quel sournois ! De quoi vous parlez ? Oh, pardon, je me parlais tout seul. Je crois, dit Conina, qu'on ferait mieux d'atterrir. Ils descendirent en vol plané vers une plage en demi-lune, où le désert rejoignait la mer. Dans une lumière normale, elle aurait été d'un blanc aveuglant, son sable formé de milliards de fragments infimes de coquillages. Mais à cette heure de la journée, elle était rouge sang et primordiale. Des rangées de bois flottés, sculptés par les vagues et blanchis au soleil, s'entassaient sur la laisse, de haut mer, comme les os de poissons ancestraux ou comme le plus grand étalage d'accessoires d'art floral de l'univers. Rien ne bougeait en dehors des vagues. Quelques rochers traînaient çà et là, mais ils étaient aussi brûlants que de la brique réfractaire. Ils n'hébergeaient ni mollusques ni algues. Même l'océan avait l'air aride. Si un proto-amphibien avait émergé sur une plage pareille, il aurait tout de suite renoncé et serait retourné dans l'eau dire à sa famille d'oublier ces histoires de pattes, ça ne valait pas le coup. L'air donnait l'impression d'avoir été cuit dans une chaussette. Malgré tout, Nigel insista pour qu'ils allument un feu. « C'est plus sympathique, » dit-il. « Et puis il y a peut-être des monstres. » Conina regarda les vaguelettes huileuses qui roulaient sur la plage, en ce qui ressemblait à une tentative timide de sortir de l'océan. « Là-dedans ?» fit-elle. « On ne sait jamais. » Rincevent déambulait le long de la laisse de haute mer, ramassant distraitement des cailloux pour les jeter dans l'eau. Un ou deux lui furent renvoyés. Au bout d'un moment, Conina fit partir un feu et, du bois sec comme de l'os, saturé de sel, jaillirent des flammes bleues et vertes qui ronflèrent sous une fontaine d'étincelles. Le mage revint s'asseoir dans les ombres dansantes,
s'adossa contre un tas de bois blanchi, noyé dans un nuage de morosité si impénétrable que même Créosote cessa de se plaindre de la soif et se tut. Conina s'éveilla après minuit. Il y avait un croissant de lune à l'horizon et une brume légère, glaciale, recouvrait le sable. Créosote ronflait, allongé sur le dos. Nigel, qui montait théoriquement la garde, dormait profondément. Conina resta parfaitement immobile, tous les sens à l'affût de ce qui l'avait réveillée. Elle finit par l'entendre à nouveau. Un tout petit claquement timide, à peine audible par-dessus le ressac assourdi de la mer. Elle se leva, ou plutôt se redressa souplement, en position verticale comme si elle n'avait pas plus de squelette qu'une méduse, et retira d'une chiquenaude l'épée de la main consentante de Nigel. Puis elle se glissa dans la brume sans y produire le moindre remous. Le feu s'enfonça un peu plus dans son lit de cendres. Au bout d'un moment, Conina revint et réveilla Nigel et Créosote d'une secousse. « Yigzia, je crois qu'il faut que vous veniez voir, » souffla-t-elle. « C'est peut-être important. »« J'ai juste fermé les yeux une seconde, » protesta Nigel. « On s'en fiche, venez !» Créosote fit de ses yeux plissés le tour du camp improvisé. « Où il est l'autre, le mage ?»« Vous allez voir, et pas de bruit, ça peut être dangereux. » Ils la suivirent en trébuchant vers la mer, jusqu'aux genoux dans la vapeur. Nigel finit par demander « Pourquoi dangereux ?»« Chut ! Vous avez entendu ?» Nigel tendit l'oreille. « Comme une espèce de tintement. Regardez. » Rincevent remontait la plage d'un pas saccadé en portant une grosse pierre ronde à 2 mains. Il les croisa sans un mot, les yeux braqués droit devant lui. Ils le suivirent sur le sable froid jusqu'à une zone dénudée entre les dunes où il s'arrêta et, toujours avec la même grâce de séchoir à linge, lâcha la pierre. Elle rendit un tintement. Il y avait un grand cercle d'autres pierres. Quelques-unes, très peu nombreuses, étaient empilées. Tous 3 s'accroupirent et observèrent le mage. « Il dort ?» demanda Créosote. Conina fit oui de la tête. « Qu'est-ce qu'il essaye de faire ?»« Je crois qu'il essaye de construire une tour. » Rincevent revint en titubant dans le cercle de pierre et, avec grand soin, posa un caillou dans le vide devant lui. Le caillou tomba. « Il n'y arrive pas très bien, hein ?» fit Nigel. « Oh, c'est triste, » dit Créosote. « On devrait peut-être le réveiller, » dit Conina. « Seulement, j'ai entendu dire que réveiller les somnambules, ça leur coupe les jambes, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? » « C'est peut-être risqué avec les mages, » remarqua Nigel. Ils firent de leur mieux pour s'installer confortablement sur le sable glacé. « C'est plutôt pathétique, non ?» dit Créosote. « Il n'a pas l'air d'un vrai mage. » Conina et Nigel s'efforcèrent de ne pas croiser leurs regards. Finalement, le jeune homme toussa et dit « Je ne suis pas exactement un héros barbare, vous savez. Vous l'avez peut-être remarqué. » Ils regardèrent encore un moment peiner la silhouette de Rincevent, puis Conina annonça « À ce compte-là, je crois avoir quelques lacunes en coiffure. » Tous 3 gardaient les yeux fixés sur le somnambule, plongés dans leurs réflexions et rouges d'une confusion commune. Créosote se racla la gorge. « Si ça peut soulager tout le monde, » dit-il. « J'ai parfois le sentiment que ma poésie laisse beaucoup à désirer. » Rincevent tenta délicatement de poser une grosse pierre en équilibre sur un galet. Elle tomba, mais il parut content du résultat. « En tant que poète, » fit Conina avec prudence, « que diriez-vous de cette situation ?» Créosote remua, mal à l'aise. « Un drôle de truc, la vie, » dit-il. « Il y a de ça. » Nigel se renversa sur le dos et regarda les étoiles voilées.
Puis il s'assit droit comme un piquet. « Vous avez vu ?» demanda-t-il. « Quoi donc ?»« Comme un éclair, une sorte de... » L'horizon du côté moyeu explosa en une fleur silencieuse de couleurs qui se déploya rapidement en passant par toutes les nuances du spectre classique, puis fulgura dans une octarine éclatant, lequel se grava sur leurs pupilles avant de disparaître. Au bout d'un moment leur parvint un grondement au loin. « Une espèce d'arme magique, » dit Conina, les yeux plissés. Une rafale de vent chaud souleva la brume et la chassa. « La barbe ?» fit Nigel en se relevant. « Je vais le réveiller, même si on doit le porter après. » Il tendit les bras vers l'épaule de Rincevent à l'instant où quelque chose passait à très grande altitude dans un ronflement de volets d'oies sous protoxyde d'azote. Ça disparut dans le désert derrière eux. Puis il y eut un bruit qui aurait agacé des fausses dents, un éclair de lumière verte et un choc sourd. « Moi, je vais le réveiller, » dit Conina. « Vous, allez donc chercher le tapis. » Elle grimpa par-dessus le cercle de pierre et saisit le mage endormi doucement par le bras, manœuvre digne de figurer dans le manuel « Comment réveiller les somnambules ?» si Rincevent ne s'était pas lâché le caillou qu'il portait sur le pied. Il ouvrit les yeux. « Où suis-je » demanda-t-il. « Sur la plage. Vous avez rêvé ?» Rincevent, les yeux clignotants, regarda la brume, le ciel, le cercle de pierre, Conina, encore le cercle de pierre, et enfin, à nouveau le ciel. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» fit-il. « Un genre de feu d'artifice magique. »« Oh, ça a commencé alors. » Il sortit du cercle avec force tangage, au point que Conina se demanda s'il était vraiment réveillé, et repartit en titubant vers ce qu'il restait du feu. Au bout de quelques pas, il parut se rappeler un détail. Il baissa les yeux sur son pied et fit « Oui !» Il avait presque atteint le feu lorsque leur parvint le rugissement du dernier sortilège. Il avait pour cible la tour d'Alcali à 30 kilomètres et l'onde enveloppe était, à présent, extrêmement diffuse. Elle n'affecta guère la nature des choses lorsqu'elle déferla par-dessus les dunes, dans un léger bruit de succion. Le feu brûla d'une lueur rouge, puis verte, l'espace d'une seconde. L'une des sandales de Nigel se changea en un petit blaireau hérissé, et un pigeon s'envola du turban du Seri. L'instant suivant, elle était passée et filait sur la mer. « C'était quoi ça ?» fit Nigel. Il flanqua un coup de pied au blaireau qui lui reniflait les orteils. « fit Rincevent. « Ça !»« Oh, ça !» dit le mage. « Juste un remous de sortilège. Ils ont sûrement touché la tour d'Alcali. Ça devait être un sortilège drôlement costaud pour qu'on le sente jusqu'ici. Ah, il y a des chances. »« Hé, c'était mon palais !» dit Créosote d'une voix faible. « Je veux dire, je sais qu'il était grand, mais je n'avais que ça. » Je compatis. « Mais il y avait des gens en ville. Oh, ils vont sûrement bien. Bon, tant mieux. Quoi qu'il soit devenu maintenant. Hein ?» Conina lui saisit le bras. « Ne lui criez pas dessus !» fit-elle. « Il n'est pas lui-même. »« Ah !» lâcha durement Créosote, du progrès. « Dites, ça n'est pas très juste, » protesta Nigel. « Il m'a sorti de la fosse aux serpents et, il connaît beaucoup. Oui, les mages s'y entendent pour vous tirer du pétrin où eux seuls savent vous plonger, » dit Créosote. « Et après, ils attendent des remerciements. »« Oh, moi je crois. Faut quand même que ce soit dit, » fit Créosote qui agita les mains d'un air irrité. Le passage d'un autre sortilège dans le ciel tourmenté lui illumina fugitivement la figure. « Regardez-moi ça !» lança-t-il. « Oh, il est plein de bonnes intentions. Ils en ont tous plein de bonnes intentions. Ils s'imaginent sans doute que le disque irait mieux si c'était eux qui le dirigeaient.
Croyez-moi, il n'y a rien de pire que ceux qui tiennent à rendre service au monde entier. Les mages. Au bout du compte, ils nous avancent à quoi? Je veux dire, est-ce que vous pouvez, vous, me citer une seule chose utile qu'on doit à un mage? C'est un peu méchant, je crois, dit Conina, mais d'un ton qui laissait entendre qu'elle était prête à changer d'avis sur la question. Eh bien moi, ils me rendent malade, marmonna Créosote qui se sentait terriblement à jeun et n'aimait pas beaucoup ça. Je crois qu'on ira tous mieux si on essaye de dormir encore un peu, intervint Nigel, diplomate. Le matin, on y voit toujours plus clair. Presque toujours, du moins. J'ai un goût affreux dans la bouche en plus, marmonna encore Créosote, décidé à s'accrocher à ce qui lui restait de colère. Conina se retourna vers le feu et prit conscience d'un vide dans le décor. Un vide en forme de Rincevent. « Il est parti !» Oui, Rincevent se trouvait déjà à près d'1 kilomètre de là. Il survolait la mer obscure, accroupi sur le tapis tel un Bouddha fulminant, un bouillon de rage, d'humiliation et de dépit dans la tête, assaisonné d'une pointe d'indignation. Il n'avait jamais eu beaucoup d'exigences. Il n'avait pas laissé tomber la magie malgré son peu d'aptitude pour elle. Il avait toujours fait de son mieux, et maintenant, tout le monde conspirait contre lui. Eh bien, il allait leur faire voir qui ils étaient exactement, et ce qu'il allait leur faire voir, ce n'était qu'un détail. Il leva la main et toucha son chapeau pour se rassurer, à l'instant où les rares paillettes rescapées s'envolaient dans son sillage. Le bagage avait lui aussi des soucis. Le secteur de la tour d'Al-Khali, pris sous le bombardement magique implacable, passait déjà de l'autre côté de cet horizon de la réalité où le temps, l'espace et la matière perdent leurs identités respectives et s'échangent leurs vêtements. Un phénomène quasi impossible à décrire. Voici à quoi ça ressemblait. À l'œil, c'était comme un des sons d'un piano qu'on vient de lâcher au fond d'un puits. Au goût, c'était jaune, et au toucher comme un écossais. Ça sentait comme une éclipse totale de lune. Évidemment, plus près de la tour, ça devenait vraiment bizarre. Autant espérer survivre sans protection dans un pareil maelstrom que trouver de la neige au centre d'une supernova. Heureusement, le bagage n'en savait rien et il s'y déplaçait à l'aise, de la magie brute cristallisée sur son couvercle et ses charnières. Il était d'une humeur massacrante, mais, encore une fois, la chose n'avait rien d'exceptionnel, sauf que la fureur crépitante qui se mettait à la terre tout autour de lui en une couronne multicolore spectaculaire le faisait ressembler à un amphibien furibond des prémisages rampant hors d'un marais en feu. Il faisait chaud, étouffant dans la tour. Elle n'avait pas de plancher intérieur, seulement une succession de promenoirs le long des murs, bordés de mages. L'espace central était une colonne de lumière octarine qui gémissait à grand bruit à mesure que les mages l'alimentaient en énergie. Au pied de la colonne se tenait Abrim. Les octarines de son chapeau brillaient d'un tel éclat qu'on aurait plutôt dit des trous ouverts sur un univers différent où, au mépris de toute probabilité, elle serait apparue au cœur d'un soleil. Le vizir, main tendue, doigts écartés, les yeux fermés, la bouche concentrée en un trait mince, équilibrait les forces. D'ordinaire, un mage ne maîtrise une énergie que dans les limites de ses propres capacités physiques, mais Abrim apprenait vite. On peut devenir l'étranglement du sablier, la pointe de la balance, le pain autour de la saucisse. Si on le fait bien, on incarne la puissance, on la porte en soi et on est capable de... A-t-on signalé que les pieds du vizir se trouvaient à une dizaine de centimètres au-dessus du sol ? Eh bien, ses pieds se trouvaient à une dizaine de centimètres au-dessus du sol. Abrim rassemblait ses forces en vue d'un sortilège qui s'élancerait vers le ciel et jetterait sur la tour d'Ankh
un millier de démons hurlants lorsqu'on frappa violemment à la porte. Pour de telles occasions, il existe une invocation. Elle vaut pour tous les types de portes. Rabat de tente, bout de peau de bête sur une yourte balayée de courants d'air, 8 cm de chaîne solide garnie de grands clous de fer ou rectangles de carton veiné façon acajou, surmonté d'une petite lanterne formée d'horribles morceaux de verre colorés et pourvue d'un bouton de sonnette qui déclenche une sélection de 20 mélodies populaires qu'aucun mélomane n'aimerait entendre, même après 5 ans de perte sensorielle. Un mage se tourna donc vers un collègue et lança comme prévu. « Je me demande qui vient à cette heure de la nuit ?» Une autre série de coups sourds retentirent sur le battant. « Il ne peut y avoir personne de vivant dehors », fit le second, plutôt nerveux parce qu'en écartant toute possibilité d'un être vivant, il laissait supposer qu'il s'agissait peut-être d'un mort. Cette fois, le martèlement ébranla les gonds. « Vaudrait mieux que l'un de nous aille voir, » dit le premier mage. « Bien aimable de vous proposer. »« Ah, oh, bon. » Il s'engagea lentement dans le court passage voûté. « Je vais voir qui c'est, alors, » fit-il. « Génial. » Ce fut une drôle de silhouette qui s'approcha d'un pas hésitant de la porte. Les robes ordinaires n'offraient pas de protection suffisante contre le champ de haute énergie à l'intérieur de la tour. Aussi, par-dessus ses brocarts et velours, le mage portait-il une épaisse blouse matelassée, bourrée de copeaux de sorbier et brodée de sceaux à usage industriel. Il avait adapté une visière en verre fumé à son chapeau pointu, et ses gants, bien trop larges, le faisaient ressembler à un gardien de guichet dans une partie de cricket jouée à vitesse supersonique. Les éclairs et pulsations actiniques du grand chantier dans la salle principale jetaient des ombres dures autour de lui, tandis qu'il cherchait les verrous à tâtons. Il abaissa la visière et ouvrit la porte d'un poil. « On ne veut pas de... » commença-t-il, et il aurait dû mieux choisir ses mots, car ce fut là son épitaphe. Au bout d'un moment, son collègue finit par remarquer son absence prolongée et pénétra sans se presser dans le passage pour le chercher. La porte était grande ouverte. Dehors, l'enfer thaumaturgique rugissait contre les mailles du filet de sortilège qui le tenait en échec. À vrai dire, la porte n'était pas complètement repoussée contre le mur. Il la tira pour voir ce qui l'en empêchait et poussa un petit gémissement. Il y eut un bruit derrière lui. Il se retourna. « Que » commença-t-il, ce qui n'est pas une syllabe bien fameuse pour conclure une vie. Loin au-dessus de la mer circulaire, Rincevent se sentait un peu bête. Ça arrive à tout le monde un jour ou l'autre. Par exemple, dans une taverne où on vous pousse le coude, vous pivotez d'un bloc et lâchez une bordée d'injures sur... Vous vous en rendez peu à peu compte, la boucle de ceinture d'un type qu'on a dû directement tailler dans la masse à la naissance. Ou alors une petite voiture emboutit la vôtre à l'arrière, vous sortez en vitesse, le poing levé vers le chauffeur qui, à ce qu'il vous semble, en le voyant, dépliait interminablement sa carcasse comme dans un tour de passe-passe horrible, devait conduire depuis le siège arrière. Ou encore, vous menez une bande de mutins vers la cabine du capitaine, vous tambourinez à la porte, il sort sa grosse tête, un coutelas dans chaque main, vous lui dites « On prend possession du navire, espèce de salaud, et tous les gars sont avec moi. » Lui vous répond « Quel gars ?» Vous devinez soudain un grand vide dans votre dos, et vous faites « En d'autres mots, c'est la sensation forte et familière de s'enfoncer qu'éprouve quiconque laisse le flux de la colère le jeter loin sur la plage du châtiment et l'abandonner, selon l'expression poétique commune, dans la merde jusqu'au cou. Le mage était toujours en colère, humilié et le reste, mais à un stade moindre, et le Rincevent qu'on connaît avait en partie repris le dessus.
Il n'était d'ailleurs pas très content de se retrouver sur quelques fils de laine bleue et or à grande altitude au-dessus des vagues phosphorescentes. Il avait pris la direction d'Ankh-Morpork. Il essaya de se rappeler pourquoi. Bien sûr, c'était là que tout avait commencé. Peut-être était-ce la présence de l'université, tellement chargée de magie qu'elle pesait comme un boulet de canon sur la laisse de l'univers, qui étirait la réalité à l'épaisseur d'un papier à cigarette. C'était à Ankh que tout commençait et finissait. C'est aussi chez lui, malgré tout, et Ankh l'appelait. Souvenons-nous que Rincevant devait compter un certain nombre de rongeurs parmi ses ancêtres, et dans les moments de grande tension, une envie irrésistible le prenait de filer se cacher dans son terrier. Il laissa le tapis voguer quelque temps sur les courants aériens tandis que l'aurore, dont Créosote aurait sans doute chanté les doigts roses, formait un anneau de fer autour du bord du disque. Elle répandait sa lumière paresseuse sur un monde à peine différent. Rincevant cligna des yeux. Il trouvait la lumière étrange. Non, à la réflexion, pas étrange, mais étrange, ce qui était bien plus étrange. Il avait l'impression de regarder le monde à travers une brume de chaleur, une brume animée d'une vie propre. Elle dansait, s'étirait et l'on devinait alors qu'il ne s'agissait pas d'une simple illusion d'optique, mais de la réalité qui se tendait, se distendait, comme un ballon de baudruche avide de contenir trop de gaz. Le tremblement était plus prononcé du côté d'Ankh-Morpork, où des éclairs et des fontaines d'air torturées indiquaient que le combat faisait toujours rage. Un bâtiment tout en hauteur surplombait aussi Alcali, et il n'était pas unique en son genre, s'aperçut Rincevant. N'était-ce pas une tour là-bas, à Kirm, là où la mer circulaire s'ouvrait sur l'océan du bord? Et s'il y en avait d'autres encore? Et la situation devenait critique. La magie se désagrégeait. Adieu université, niveau, ordre. Au fond d'eux-mêmes, tous les collègues de Rincevant savaient que l'unité magique naturelle, c'était le mage et un seul. Les tours allaient se multiplier et se faire la guerre jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une, puis les mages se battre jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. À ce stade-là, sûrement, qu'il se battrait lui aussi. Tout l'édifice qui tenait lieu de régulateur de la magie tombait en morceaux. Rincevant s'en indignait vivement. Il n'y avait jamais été bon dans sa discipline, mais là n'était pas la question. Il connaissait sa place. Tout en bas, d'accord, mais au moins, il avait sa place. Quand il levait les yeux, il voyait l'ensemble de la machine délicate tourner en douceur en se nourrissant de la magie naturelle que générait la rotation du disque. Ce qu'il avait n'était rien, mais tout de même quelque chose. Et voilà qu'on le lui retirait. Rincevant orienta le tapis face à la lueur lointaine d'Ankh-Morpork, petite tache brillante dans la première clarté du matin, et une partie désœuvrée de son cerveau se demanda pourquoi elle était si éclatante. Apparemment, il y avait aussi la pleine lune, et même Rincevant, dont les connaissances en physique restaient très vagues, était certain d'en avoir déjà vu une, pas plus tard que l'autre jour. Bah, aucune importance. Suffisait comme ça. Il ne voulait plus chercher à comprendre, il rentrait à la maison. Sauf que les mages ne peuvent jamais rentrer à la maison. Il s'agit là d'un des dictons anciens et sensés à propos des hommes de l'art. Hélas, aucun d'entre eux n'en a jamais saisi le sens. Les mages n'ont pas le droit de prendre femme, mais gardent celui d'avoir des parents, et ils sont nombreux à revenir dans leur bonne vieille ville natale pour la nuit du porcher ou le jeudi du gâteau de l'âme. L'occasion pour eux de chanter en chœur et de voir avec plaisir tous les petits caïds de leur enfance s'empresser de les éviter dans la rue. C'est un peu comme l'autre dicton, qu'ils n'ont jamais réussi à comprendre non plus. On ne traverse pas 2 fois la même rivière, prétend-il. Des expériences avec une petite rivière et un mage à longues jambes prouvent qu'on peut la traverser 30
35 fois par minute. Les mages n'aiment pas beaucoup réfléchir. En ce qui les concerne, un applaudissement d'une main produit le son « applaud ». Mais dans le cas qui nous occupe, Rincevent ne pouvait pas rentrer chez lui parce qu'en réalité son chez lui n'existait plus. Il y avait bien une cité qui enjambait le fleuve Ankh, mais pas celle qu'il avait toujours connue. Elle était blanche, propre et ne sentait pas comme des cabinets remplis de harengs crevés. Il atterrit dans un état de choc, sur ce qui naguère s'appelait la place des lunes brisées. Il y vit des fontaines. Il y en avait déjà avant, bien entendu, mais qui suintaient, qui ne jouaient pas et qui ressemblaient à de la soupe claire. Des dalles blanchâtres recouvraient la place, parsemées de petits éclats scintillants. Et malgré le soleil posé sur l'horizon comme un demi-pamplemousse de petit déjeuner, on ne voyait pas âme qui vive alentour. Normalement, Ankh grouillait en permanence de monde. Par beau comme par gros temps, la couleur du ciel n'était qu'un détail accessoire. De la fumée survolait la ville en longs tourbillons graisseux depuis la couronne bouillonnante au-dessus de l'université. Rien d'autre ne bougeait en dehors des fontaines. Rincevent s'était jusqu'à présent flatté de se sentir toujours seul, même dans la cité fourmillante, mais là, il trouvait affreux d'être seul avec soi-même. Il roula le tapis, se le jeta sur l'épaule et parcourut à pas de loup les rues fantomatiques qui menaient à l'université. Les portes étaient ouvertes à tous les vents. La plupart des bâtiments paraissaient à demi détruits, soit par des tirs manqués ou des ricochets. La tour de la sorcellerie, bien trop haute pour être réelle, avait l'air indemne. Contrairement à la vieille tour de l'art, la moitié de la magie qui visait sa voisine avait dû rebondir dessus. Des pans entiers avaient fondu et commençaient de s'écrouler. Certains rougeoyaient, d'autres s'étaient cristallisés, quelques-uns s'étaient tordus, aurait-on dit, pour échapper en partie aux 3 dimensions classiques. On aurait même plaint la pierre d'avoir dû subir pareil traitement. Vrai, la tour avait, pour ainsi dire, tout enduré à l'exception de l'écroulement définitif. Elle semblait tellement éprouvée que la pesanteur avait peut-être voulu l'épargner. Rincevent soupira et contourna en catimini le pied de la tour en direction de la bibliothèque. En direction de l'emplacement qu'avait occupé la bibliothèque. L'encadrement de la porte était bien là, et la plupart des murs tenaient encore debout, mais un grand morceau de toit s'était effondré et la suie avait tout noirci. Rincevent, immobile, contempla longuement le désastre. Puis il lâcha le tapis, se précipita, trébucha et glissa en franchissant les décombres qui bloquaient à moitié l'entrée. Les pierres étaient encore chaudes sous ses pieds. Ici et là, des débris de rayonnage continuaient de fumer. D'éventuels spectateurs auraient vu Rincevent foncer dans un sens, puis dans l'autre, parmi les tas où le feu couvait toujours, les gratter désespérément, rejeter du mobilier calciné, déblayer des morceaux de toit abattus avec une force quasi surhumaine. Il l'aurait vu s'arrêter une fois ou deux pour reprendre son souffle, puis recreuser en se coupant les mains sur des tessons de verre à demi fondus provenant du dôme du toit. Ses doigts fureteurs finissent par toucher quelque chose de chaud et doux. Pris de frénésie, le mage souleva et repoussa une poutre de faitage calciné, creusa dans un amas de tuiles et regarda dans le trou. Là, à moitié écrasé par la poutre, roussi par le feu, gisait un gros régime de bananes molles archi-mûres. Il en cueillit prudemment une, s'assit et l'observa un moment, jusqu'à ce que le bout tombe tout seul. Puis, il la mangea.